Bienvenue dans l'épisode 9 de l'avenir de l'ostéopathie. J'ai eu la chance de recevoir Christian Defrance, ostéopathe, formateur et ancien directeur de l'école ISO Aix-en-Provence. Il a été notamment l'élève et l'assistant de Viola Freeman. Christian se qualifie d'ostéopathe ordinaire avec un certain vécu dans la profession. C'est un littéraire dont la philosophie, l'anthropologie et les sciences humaines ont toujours été des guides et des références. Les pensées de Steele et de Sutherland ont toujours guidé ses actions au service de l'ostéopathie. D'ailleurs, cette citation de Steele est le point de départ de Christian Defrance. L'ostéopathe est avant tout un homme de réflexion qui doit prouver ce qu'il dit par ce qu'il fait. Trouver la santé devrait être le but principal de l'ostéopathe. N'importe qui peut trouver la maladie. Je vous laisse écouter cette interview en podcast audio ou tranquillement devant votre ordinateur. Et si vous avez des réflexions ou des remarques, la section commentaires est ouverte. Bon visionnage. On voit se dessiner deux courants actuellement en ostéopathie, un courant traditionnel et un courant factuel qui s'appuie sur les preuves scientifiques actuellement disponibles. Comment expliquez-vous l'émergence de ce nouveau courant ? Cette émergence, je la vois comme aujourd'hui un tout petit courant maintenant. Petit ruisseau fait quelquefois les grandes rivières, mais il y a des fois il y a des barrages et ça passe pas. Voilà. Donc peut-être il y a des choses intéressantes. J'ai pas dit qu'il y avait pas des choses intéressantes, mais mettre tout là-dedans, ça me paraît. Alors on fera plus rien parce qu'aujourd'hui il y a rien de prouvé, hein, ou très peu, tellement peu de choses. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ce que entre guillemets les sciences humaines et les sciences médicales me peuvent apporter à ma pratique. Comment est-ce que je peux mieux comprendre ma pratique ? J'ai pas dit mieux prouver, j'ai dit mieux comprendre. C'est ça qui m'intéresse. Et quand je lis des choses, je lis beaucoup d'articles, je lis beaucoup de choses, je vais voir des gens, etc. Eh bien, j'essaye de tirer par rapport à ce qu'il dit, qu'est-ce qui peut me servir dans ma pratique et pour mieux la comprendre. Voilà. C'est tout. Le reste, il émerge, d'accord. Oubliez pas qu'un iceberg, c'est ça, d'accord ? Et c'est ça dessous. Et encore ça dessous, hein. Le temps que tout ça fonde, je pense qu'on a du temps. Je le verrai peut-être pas. Voilà. Moi, j'ai toujours douté, de toutes les façons, pour essayer de m'améliorer. Mais on peut que douter. On peut pas se féliciter de ses succès. On peut que réfléchir à ses échecs. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je peux constater ? Qu'est-ce qu'on peut constater ? Ou tout du moins, qu'est-ce que moi, je peux me dire et constater par rapport à ça ? C'est que l'enseignement a changé. D'accord ? L'enseignement a changé. À mon époque, comme dirait l'autre, eh bien, on formait des vrais ostéopathes. Là, on forme des techniciens. Vous savez, moi, je dis toujours aux étudiants, vous avez 3 stades. Le premier stade, c'est le stade de technicien. Vous allez apprendre des techniques, ici, etc. Vous allez apprendre à palper, vous allez apprendre à tester, vous allez apprendre ci. Le deuxième stade, c'est le stade de praticien. C'est-à-dire, vous allez mettre en pratique sur vos camarades, etc. Ces techniques, mais vous êtes encore que dans la technique. Et le troisième stade, que vous l'acquérirez beaucoup plus tard, c'est le stade de thérapeute. Le stade de thérapeute, c'est celui qui a acquis une expérience, qui a acquis une façon de faire, qui s'est modelé par rapport à ça, et qui pratique, entre guillemets, sa propre médecine, tout en conservant le concept. Moi, personnellement, je demande qu'une chose aux étudiants en fin de stage, ou aux participants, respecter le concept. Respecter le concept ostéopathique. Voilà. Respecter le concept de la vie, c'est le mouvement, de l'homéostasie, de ci, de ça, etc. Tout ce qu'on a appris dans nos écoles. Respecter le concept. À partir du moment où vous respectez le concept, il n'y a aucun problème pour moi. D'accord ? Vous voulez faire que du structurel, vous faites que du structurel. C'est pas un problème, mais c'est pas ça l'ostéopathie. Je leur dis toujours, moi, sur un patient, je peux très bien faire du structurel, du fonctionnel, du crânien, du viscéral, du facial, tout ça dans la même séance. Parce que tout va dépendre de ce que le patient m'a raconté, de comment il est, de l'observation, de la palpation, etc., etc. Et ce que je rencontre sous mes mains. Voilà. La science a démontré que la fiabilité de notre palpation n'était pas bonne. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, parce que tout change instantanément en permanence. Il y a que ce qui est vraiment bloqué, ce qui est vraiment rigide, qui bouge pas. Mais ça change en permanence. Je vais vous regarder, je sais pas moi, ma cuisse ou ma colonne, je fais 50 mètres, je reviens, et il va se passer autre chose. Bon, c'est pour ça que le corps, il est éminemment adaptatif. D'accord ? On s'adapte en permanence. D'accord ? On s'adapte en permanence. Après, il y a un moment donné, on peut plus s'adapter. Alors, quand il n'y a plus d'adaptation, c'est là que la pathologie ou le problème apparaît. Voilà. Mais quand quelqu'un, par exemple, on va faire un test de colonne,
et que tout le monde trouve des zones différentes, est-ce que c'est pas dissonant un peu? Est-ce que en termes de réflexion, on se dit pas mais pourquoi je trouve pas comme mon prof, et pourquoi des fois mon prof qui est passé pendant me dire ah non là c'est telle vertèbre, et il repasse après un tour de table dans la salle de cours et il en trouve une autre. Ben parce que ça a bougé depuis. Il a bougé, l'étudiant, il a pas arrêté pendant un quart d'heure de bouger, etc. Donc il y a des choses qui changent. Voilà, on peut pas dire, moi, personnellement, ma façon de faire quand je faisais, par exemple, effectivement, un cours sur la colonne, sur les tests, machin, etc., ou que l'étudiant me disait, monsieur, est-ce que vous pouvez venir voir, me dire ce que j'ai trouvé, est-ce que c'est bien, etc. Je dis non, ça m'intéresse pas, c'est vous qui trouvez, c'est pas moi. Moi, je leur montrais les techniques, je leur montrais comment on fait, d'accord? Je leur expliquais les bases, les machins, etc. Mais après, c'est vous, c'est pas moi. Parce que je vais aller plus loin. Je vais tester et puis je vais vous dire, en fait, qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce qu'ils vont vous répondre, ils vont vous le dire. Alors j'ai trouvé ça, machin, tata. On va pas parler de RSFRS parce que ça va faire monter les cheveux de certains de mes camarades. D'accord? D'ailleurs, Fayette, on n'a jamais prouvé que ça n'existait pas. Hein. On a trouvé d'autres modèles, mais ce modèle-là, on n'a jamais prouvé qu'il n'existait pas. Donc j'ai demandé, moi, à ceux aux détracteurs, trouvez-moi un texte, prouvez-moi que ça marche pas, que c'est pas bon. Il y a d'autres modèles. Capandji, il a écrit plein de conneries. On va l'oublier non plus. C'est pas la vérité, il a écrit plein de bêtises. Hein? Tout le monde écrit des bêtises. Dès qu'on écrit un livre, on a écrit des bêtises. D'accord? Même en anatomie. Il y a tellement de différences, à part les grosses structures qui sont toujours les mêmes, etc. D'accord? Mais je me rappelle, par exemple, d'avoir un ami radiologue m'a prêté un livre d'un radiologue, bien sûr, qui a étudié au niveau occiput atlas occiput atlas axis, comment la vertèbre, comment les artères cervicales se transformaient en trombe basilaire et par où elles passaient. Il avait trouvé plus de 40 passages différents. 40 différences. Déjà, et d'une. Donc, à partir de là, moi, personnellement, je disais aux étudiants, non, c'est vous qui trouvez, c'est pas moi. Voilà. C'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je vous donne les bases, après, vous faites. Alors, si jamais il me disait, comme je le disais, ah, c'était RS gauche de telle vertèbre, je dis oui, et je testais après lui, je dis oui, vous avez raison, même si je ne trouvais pas ça. Parce qu'il faut donner confiance aux mains. C'est ça l'important, c'est d'avoir confiance dans ses mains. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ostéopathes et beaucoup de jeunes ostéopathes qui n'ont pas confiance dans leurs mains. Quand on dit que la main, bien sûr, elle est hypersensible, combien on a de milliards de terminaisons là? D'accord? J'ai fait aussi de la médecine chinoise il y a très très longtemps, pendant plus de 20 ans, j'ai enseigné aussi. Donc, j'avais celui avec qui j'ai suivi le cours, c'est le docteur Borsarello. Parce que vous avez entendu parler de lui, qui était un médecin acupuncteur, d'accord, ancien médecin militaire. Et il nous disait, moi, pour bien sentir les points dans mes aiguilles, l'énergie, etc., tous les matins, je me passais la pierre ponce sur le bout des doigts, pour desquamer et que ça soit presque à vif, pour sentir mieux. Pour que mes récepteurs ils soient en éveil. Voilà. Et je pense que c'est pas la palpation qui est pas enseignée, je pense que comment dirais-je, on guide un peu trop les étudiants. Il faut leur laisser un peu de liberté dans leurs sensations, dans leur ci, dans leur ça. Donc pour vous, le toucher, il est fiable? Celui de moi, le mien, je pense qu'il est fiable. Après, le vôtre, etc., c'est pas mon problème. On peut pas répéter. Je me rappelle une année, il y a très longtemps, j'étais dans un congrès qui était, je sais plus à quel endroit, peu importe, où il y avait, c'était il y a peut-être 15 ou 20 ans, oui c'est ça, d'accord, et il y avait des écoles du monde entier qui étaient là, dont des Américains, beaucoup d'Américains. Et c'était un congrès international, etc. Et donc, chaque école, ou chaque école devait présenter la manière dont il envisageait de former les ostéopathes sur le plan palpation, sur le plan test, sur le plan ci, sur le plan ça. Et le premier intervenant, c'était un médecin, un Américain, c'était, je sais plus de quelle école il était, de quelle école, parce que là-bas, il parle de college, il parle pas d'university, hein. Donc, de quelle école il était. Et la première diapositive qu'il nous a présentée, c'était une caisse à outils. Hein, la caisse à outils rouge ou bleue, là, du plombier ou du mécanicien. Mais elle n'était pas ouverte. Elle était tournée sur le côté, d'accord, et on voyait que la partie latérale et le fond. Et au-dessus, en arc de cercle comme ça, il y avait point d'interrogation, il y avait plein de points d'interrogation, plein de points d'exclamation. Et au-dessus, il y avait un seul mot, tools, outils. Vous avez une caisse à outils, on vous la donne pendant vos études, après vous vous débrouillez avec. Voilà. Alors pour revenir au MRP, etc.,
les Américains, ils enseignent toujours, hein. Pas l'oublier quand même. Il ne faut pas l'oublier qu'ils enseignent toujours. Ils enseignent toujours Frayette. C'est quand même la maison mère, non? C'est dans le glossaire américain. De l'American Osteopathic Association. Voilà. Alors, c'est sûr, l'ostéopathie américaine, elle est un peu, maintenant, avec l'histoire médicale, etc. Oui, c'est vrai. Mais vous avez des groupes. Il y a des groupes d'études qui rassemblent 10, 15, 20 ostéopathes sous l'égide d'anciens. Vous avez la Sutherland Cranial Teaching Foundation, vous avez l'Académie d'ostéopathie crânienne, etc. Tout ça, ça aussi, ça existe toujours et ça fonctionne. Après, c'est peut-être bien aussi que ça évolue, vous voyez. Ah, mais j'ai pas dit qu'ils évoluaient pas. J'ai dit qu'effectivement, ils se servaient. Moi, je vois des Américains de temps en temps quand même. Donc, le dernier que j'ai vu, c'était il y a 3-4 ans. Bon, ben, ils nous disaient, oui, ça évolue, mais on essaie de garder la tradition, mais de l'expliquer. Pas de la prouver, de l'expliquer. Et ça, moi, c'est mon leitmotiv. J'essaye d'expliquer et d'amener un parallèle. Voilà. Je fais un parallèle entre guillemets, j'aime pas ce mot science, d'accord? L'anatomie, la physiologie, etc. et ce que l'on dit nous. Et est-ce qu'on peut coller les deux? Mais c'est pas prouvé. C'est donner des explications. Voilà. Y a-t-il déjà eu différents courants dans l'histoire ou des désaccords entre les fondateurs de l'ostéopathie? Je vais vous répondre très simplement. Où n'y a-t-il pas eu de désaccord? Dans quel métier, dans quel art n'y a-t-il pas eu de désaccord? Donc, partout, il y en a, c'est sûr, bien sûr. Après, ça va dépendre de beaucoup de circonstances, beaucoup de choses, de ce qui se passe, etc. Si vous reprenez l'histoire de Steele et de Little John, bon, c'est un peu particulier quand même, parce que, effectivement, ils se sont séparés. Mais ils se sont séparés d'abord pour une question entre guillemets, de philosophie, et deuxièmement, pour une question aussi financière. Puisque Little John était associé, aussi il avait mis de l'argent dans l'école, etc. Donc c'est compliqué. L'histoire classique que l'on raconte, qui est-elle vérifiée ou pas? On peut penser que oui. C'est qu'on sait très bien que Steele c'était de l'anatomie, et toujours de l'anatomie, et que Little John il préférait la physiologie. Il était prof de physiologie. Bon, après, il y a les formations différentes, savoir que c'était tous les deux des religieux, etc. Enfin, des religieux au sens de croyants, hein, j'entends bien, on va pas parler de croyance, on va parler de croyants. Donc ils étaient sûrement différents, bien sûr, il y en a un qui était plus âgé que l'autre, déjà, puisque Little John, lui, il est mort beaucoup plus tard, il est né beaucoup plus tard, d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on raconte, c'est qu'effectivement, un jour, même si déjà il y avait eu des petites histoires, Steele, qui était le président de l'école et non pas le directeur des études, qui était le président, c'est Little John qui était le directeur des études. John Martin, hein, parce qu'ils étaient 3 frères. Et donc, un jour, Steele va dans la classe de Little John. Et donc, il va se mettre au fond de la classe, comme moi je le faisais quand j'étais directeur. De temps en temps, j'allais écouter les enseignants, voir un peu ce qu'ils racontaient. Et puis, donc, bien sûr, Little John parlait de physiologie, pardon, excusez-moi. Et donc Steele, on raconte que Steele s'est levé, qu'il est allé au tableau, qu'il a pris une craie et qu'il a écrit anatomie, anatomie, anatomie. Et il est sorti de la classe. C'est l'histoire qui est racontée. Est-elle vraie? Pas. Il y en a qui la racontent, d'autres qui disent que non, d'autres qui disent que c'est pas tout à fait ça. Et que ça a commencé à partir de là. Voilà. Et là, Little John est parti, donc, avec ses frères pour fonder la 2e école à Chicago. Donc c'est une première séparation, entre guillemets. Donc il a fondé la 2e école à Chicago, mais on peut penser qu'il avait toujours l'idée de repartir en Angleterre, parce qu'il venait d'Angleterre. Donc, et dans les années 1900, il est parti en Angleterre. Voilà. Et l'école était très prospère à ce moment-là, puisque à Kirksville, il faut savoir, on a des photos, il y avait 700 étudiants en 1900. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait, 700 étudiants. Hein, il y a un peu d'écoles françaises qui sont arrivées à ce niveau-là. Il n'y en a qu'une que je connaisse qui est à peu près arrivée à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas une référence non plus. Non pas au niveau études, mais une référence au niveau du nombre, on est bien d'accord. Mais voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. Puis après, il y a des courants. Bien sûr qu'il y a eu des courants. Partout, il y a eu des courants. Donc c'est obligatoire. Voilà. Et puis, même en France, si on connaît l'histoire de l'ostéopathie française depuis le début, et moi, je la pratique quand même depuis, je suis diplômé en 81, donc j'ai commencé à prendre des responsabilités dans les années 86-87 avec la collégiale académique, mais des courants, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des histoires, il y en a toujours eu, puis il y en a encore. Donc il y en aura encore, et c'est normal, c'est la vie. Voilà. Comme il y a des gens qui réclament une seule entité pour regrouper tout le monde, mais jamais ça n'arrivera, c'est impossible. Voilà. Voilà, donc des histoires, il y en a toujours eu. Voilà. Et puis il y a des courants. Voilà, alors on peut parler des différents courants, mais pour moi l'ostéopathie c'est une.
D'accord? Quand j'arrive dans un cours, que je connais pas les étudiants, la première photo que je projette, c'est une map monde. En fait, c'est une map monde qui, en fait, c'est 2 mains qui sont mis en forme de map monde, et c'est un peintre italien qui fait ça, d'accord? Et donc vous avez, et je mets une flèche à l'endroit où je suis sur la map monde ce jour-là. Voilà. Et dessous, il y a une phrase, j'ai marqué « L'ostéopathie est universelle, une et indivisible ». Voilà. Et c'est une phrase transformée d'une autre citation d'un auteur célèbre, mais je projette ça. Et je leur dis, voilà, il y a ça. Et puis, je projette une deuxième, qui est une photo de Sutherland, d'accord? Style, ça a été projeté aussi, une photo de Sutherland, où la seule chose qu'il dit, l'ostéopathie est une entité. D'accord? Il n'y a pas de spécialité, mais l'ostéopathe est un spécialiste, puisqu'il fait que de l'ostéopathie. Et la partie crânienne de l'ostéopathie fait partie de l'ostéopathie. Ça n'est pas quelque chose à part. Il n'y a donc pas d'ostéopathe crânien. Il y a des ostéopathes, point final. Voilà. Et c'est ça que j'essaye de défendre. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des avancées. On peut pas nier que peut-être le viscéral, ça peut servir aussi quand même, de temps en temps, je sais pas, ou même souvent. Mais il ne faut pas faire que ça. Moi, quand je vois sur une plaque marquée ostéopathe crânien ou pédiatrie, ça me fait bondir. C'est pas parce que je fais des cours de pédiatrie beaucoup que je faisais que des enfants. Maintenant, je suis à la retraite. Mais des fois, j'avais à mon cabinet, pendant une semaine, j'avais pas d'enfants. Je voyais tout le monde. Hein, je dis toujours, c'est comme Tintin, mais de 7 à 77 ans, mais c'est de 0 à la fin. Voilà. J'ai toujours pensé ça. Vous avez été un élève de Viola Freeman. Vous a-t-elle expliqué certaines divergences de point de vue dans l'histoire de l'ostéopathie? Non, pas franchement. Elle venait faire son cours, elle venait pendant 5 jours, elle faisait son cours. Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs parce qu'on était tellement attentifs à ce qu'elle disait, aussi par rapport à ce qu'on nous avait dit, par rapport à ce qu'on nous avait enseigné, qu'on était très très attentifs à ce qu'elle disait. Et moi, puisque j'ai été non seulement son élève, mais j'ai été son assistant avec d'autres. Je suis pas le seul. Hein, quand elle venait en France, eh bien, donc dans les années 85 à peu près, 90, si je me rappelle bien. Et donc, même quand on mangeait avec elle. Elle parlait pas de ça, donc je sais pas du tout. Alors il existe un documentaire qui a été fait sur la vie de Freeman par Hollis King, qui était un de ses assistants, que j'ai d'ailleurs parce que Hollis King me l'a offert, et donc où il raconte il y a toute la vie de Freeman, mais elle parle pas de ça, non. Elle parle de Sutherland, elle parle de etc. Mais elle parle pas de ça, non. J'ai pas de souvenir personnellement. Et pourtant, je l'ai vu pas mal de fois, manger avec elle pas mal de fois. J'ai des anecdotes, mais qui sont pas ostéopathiques. Ce virage actuel d'une partie de l'ostéopathie vers une pratique basée sur les preuves vous évoque quoi? Ça m'évoque simplement qu'il y a des gens qui essayent de promouvoir quelque chose. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont pas y arriver? Est-ce que c'est réel? C'est pas réel? Vous savez, je suis allé en voir quand même. Je suis allé voir Marco Gabouty. J'ai vu Laurent Fabre une fois aussi. Ça m'intéresse ce qu'il raconte, mais il n'y a pas de quelque chose qui me dit c'est ferme quand on leur pose une question. Et alors? Sur le plan technique, qu'est-ce que vous avez prouvé? Il y a rien. Quand on dit le MRP n'existe pas, c'est prouvé. Qui l'a prouvé? Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça n'existe. On dit ah ouais, ça n'existe pas. Ou il n'y a pas ça, ou il n'y a pas ça, ou il n'y a pas ça. Mais personne n'a prouvé réellement que ça n'existait pas. Moi, je connais pas de texte. J'ai demandé des textes à ces gens-là. Ils me donnent rien. Il n'y a rien. Il y a plein de choses comme ça. On raconte des tas de choses. Mais les preuves, je les attends, moi. Mais il n'y a pas de preuve que ça existe. Mais il n'y a pas de preuve que ça n'existe pas. Donc, on est dans une espèce de no man's land. Il y a des choses qu'on sait. Il y a des tas de travaux qui sont faits sur le LCR. On sait très bien, il y a des tas de travaux qui ont été faits, des dissections sur les membranes, sur ci, sur ça. Il y a aussi des travaux sur les sutures crâniennes qui sont quand même faites depuis des années et des années. Les travaux de Pritchard, les travaux de Retzlaff, les travaux de... Je peux vous en citer, mais des dizaines, mais ça, on les oublie. On les oublie parce que ça a 20 ans, ça a 30 ans, ça a 40 ans, il y a 50 ans. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, eh bien, oui, peut-être que non, mais ça marche. Il y a des choses qui marchent. Alors, comment on fait? On fait pas parce que c'est pas prouvé? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je voudrais savoir si tous ceux qui font, soi-disant de la science, que ça n'existe pas, etc., est-ce qu'ils mettent pas les mains sur le crâne? Ils font que du musculo-squelettique? Ils font que de la haute vélocité? D'ailleurs, c'est pas prouvé, haute vélocité. Moi, j'avais un de mes maîtres qui disait, en fait, comme ça, en aparté, en rigolant, mais vous manipulez n'importe quelle vertèbre, vous allez avoir un résultat. Hein. Vous avez une résonance. Il faut savoir qu'au début, Steele, il ne travaillait que sur la colonne.
Quand même. D'accord? Il ne travaillait que sur la colonne. Il avait compris que effectivement les informations, elles vont de là du haut vers le bas, puis elles vont à gauche, à droite, etc. Ou qu'au contraire elles remontent et qu'il y a un carrefour. Donc il avait bien compris ça. Et c'est ça. Moi, quand je vous dis simplement, par exemple, quand j'étais enseignant, enfin moi quand je dirigeais l'école et que je rentrais dans un box de clinique et que je disais aux étudiants, voilà, alors qu'est-ce que vous avez, ce patient, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et au niveau vertébral, ah ben non, il y a rien, monsieur, il y a rien. Je dis comment? Mais c'est pas possible. Alors s'il a une entorse de cheville, ok, ça va, récente, etc. Et qu'il a 20 ans, ok. Mais j'ai dit, vous trouvez, il y a toujours quelque chose, c'est obligatoire. Il y a toujours une restriction, alors appelons ça comme on veut, etc. Je me suis bagarré sur les réseaux sociaux avec un mec, je sais pas quoi, la postériorité. Je sais pas si vous avez lu ce truc-là, sur les réseaux sociaux. Il disait, la postériorité, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça existe dans la mesure où en palpation, on peut sentir que effectivement, quand il y a quelque chose qui est un petit peu décalé, il y a quelque chose qui est décalé. Est-ce que c'est là que ça se passe? C'est un autre problème. Mais, donc, voilà. Donc des choses comme ça. Voilà. Donc vertébral, moi personnellement, dans ma pratique, à part les enfants, parce que je manipule pas les enfants structurellement, mais j'ai toujours manipulé mes patients. D'accord? J'ai toujours fait au moins une vertèbre sur un traitement. Une ou deux. Voilà. Parce qu'il y a cette résonance. Et Steele, il avait bien compris ça. Il faut savoir qu'à l'époque de Steele, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque de Steele, les gens venaient faire des cures. C'est-à-dire qu'ils étaient traités plusieurs fois par jour, pendant des fois, plusieurs semaines, etc., etc. Tout ça, c'est raconté par son directeur des études après Littlejohn, qui est Arthur Hildreth. Donc, il faut lire ce livre. Moi, j'incite les étudiants à lire ce livre. Parce que Arthur Hildreth, il raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé et comment ça travaillait. Hein? Il raconte même que quand il y avait des gens qui venaient de 100 km ou 200 km, il y avait plusieurs personnes de la même ville, eh bien, il y a un ostéopathe de l'équipe de Steele. Une fois que les gens étaient calés dans leur traitement, etc., eh bien, ils repartaient chez eux, mais il y a un ostéopathe qui allait dans cette ville-là, et qui restait le temps qu'il fallait que les patients soient complètement soulagés, qu'ils soient équilibrés. Et il repartait, il était logé, nourri, blanchi, payé, il allait là-bas, et il revenait. Voilà, il faut savoir quand même que... Donc ça veut dire qu'on les traitait plusieurs fois par jour, des fois, pendant des fois plusieurs semaines, ou une fois ou plusieurs fois par jour. Et que Steele inhibait beaucoup au niveau vertébral, et qu'à la fin, il manipulait, il faut lire, c'est tout. Quand on lit ça, on comprend un certain nombre de choses. Alors, aujourd'hui, faire ça en Europe, les gens plusieurs fois par jour, c'est pas possible. Voilà. On sait très bien. Donc, on a d'autres formes de raisonnement et d'autres formes de fonctionnement. Est-ce nécessaire que l'ostéopathie évolue avec la science pour gagner en crédibilité face aux médecins, aux kinésithérapeutes? Écoutez, je vais vous raconter une histoire, parce que j'aime beaucoup les anecdotes, les histoires qui me sont arrivées. D'accord? Il y a, je sais plus combien, 25 ans, peut-être même plus. Un de mes amis qui était professeur à l'école, qui était médecin, qui est le docteur Philippe Mahé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, d'accord, qui travaillait au service des grands prématurés à Nord. Puis un jour, il est venu me voir, et il m'a dit, il faudrait que tu viennes voir le professeur Palix avec moi. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut parler d'ostéopathie. Il veut que tu lui parles d'ostéopathie. Ben, on y est allé, on a parlé d'ostéopathie, mais j'ai employé mes mots à moi. J'ai pas employé de mots scientifiques. Ils ont parfaitement compris. Ils ont tout à fait compris. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait un langage purement scientifique. Eux aussi, ils parlent le langage de tous les jours. Faut arrêter. D'accord? Alors après, si on va effectivement dans les grands laboratoires, machin, ce à quoi on n'aura jamais accès, d'accord? Eh bien, peut-être ils ont un doigt, mais je suis persuadé qu'entre eux, ils parlent comme nous. La science n'a pas réussi à prouver l'existence du MRP et certains ostéopathes considèrent que l'ostéopathie crânienne et viscérale sont de la pseudo-science. Ça vous évoque quoi? Ça m'évoque que c'est leur problème. Que c'est pas le mien. C'est tout. Maintenant, je voudrais bien savoir, parmi les kinésithérapeutes, ostéopathes, moi je suis un ancien kiné quand même, hein, mais je me suis défroqué en 1984, donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc, je fais de l'ostéopathie depuis 1984. Je voudrais bien savoir si ces kinés qui sont aussi ostéopathes, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les mains sur un crâne, ils font du viscéral. On parle bien de thérapie manuelle viscérale, on parle bien de thérapie manuelle crânienne. Faut pas se foutre de ma gueule quand même. Voilà, ça c'est ma réponse. Cortex, ça a été, tout le monde sait que ça a été téléguidé, que ça a été téléguidé au moins par le Conseil national de l'ordre des kinés. Voilà, c'est tout. Voilà, donc
La réponse, elle est là. C'est leur problème. Ça a changé rien. Je pense pas que l'ensemble des kinés qui sont ostéo, ils sont 7000, je crois, aujourd'hui, plus ou moins, qui sont en double casquette. Voilà. D'accord? OK? Normalement, avec un patient qui est qu'en kiné, vous devriez faire que de la kiné. Et si vous prenez un patient d'ostéopathie, vous devriez faire que de l'ostéopathie. Vous prenez, les casquettes sont différentes et, entre guillemets, les systèmes sont différents. Voilà. Ça veut pas dire que c'est pas complémentaire. Attention. Moi, je suis un ancien kiné, et je défends les kinés. D'accord? Parce qu'ils ont un métier qui est vous avez un métier qui est un art aussi. Moi, quand je suis rentré en école de kiné en 65, on m'a dit, vous allez être des artistes. D'accord? Vous allez apprendre de la technique, mais vous allez être aussi des artistes. C'est-à-dire que vous allez réfléchir. Vous allez inventer. Voilà. Le courant EBP prône une thérapie patient-centrée au centre du modèle biopsychosocial en incluant les neurosciences de la douleur, mais aussi un changement du modèle explicatif du concept ostéopathique. Faut-il intégrer ce modèle dans le cursus scolaire des écoles d'ostéopathie ? Mais je crois que quelque part, il est déjà intégré dans beaucoup d'écoles. C'est ce que je disais. Moi, quand j'ai fait mes études de kiné, ça s'appelait pas comme ça. Mais c'était centré sur le patient. On s'occupait du patient. Il y avait aussi l'expérience. On disait, vous allez acquérir de l'expérience. Vous allez acquérir des systèmes qui vont vous permettre effectivement d'aider le patient. Donc le patient, il a toujours été centré. Faut arrêter les anglo-saxons, sincèrement, voilà. Ils n'ont rien inventé, hein. Ça fait les choses ont toujours existé. Qu'elles soient développées un petit peu plus avec d'autres types de raisonnements, etc. Mais ça existe depuis toujours. Qu'on me dise pas que, je sais pas moi, Galien ou Hippocrate, ils s'étaient pas centrés sur le patient. Ils le racontent aussi. Donc, voilà. Pour moi, ça peut être, mais ça ne mérite pas 100 heures de cours. Ça mérite beaucoup, surtout en tant que pratique. Or, les étudiants, les patients, ils n'envoient pas des masses, d'accord? Ils envoient normalement 150 en 5e année qui doivent être validés. Je ne sais pas si ça se fait réellement dans beaucoup d'écoles. Voilà. Donc, ou alors, il se passe d'autres choses. Voilà. Pratiquer que des techniques validées par la science en ostéopathie, c'est réduire considérablement notre boîte à outils. Est-ce un appauvrissement de notre profession ? Ah, mais ça, c'est clair pour moi. Ça, c'est clair. De toutes les façons, quelles sont les techniques qui sont prouvées? J'attends qu'on me le dise. Voilà. J'attends ça, moi. Mais aujourd'hui, à part une résonance, bon, peut-être sur les techniques structurelles, etc., comme on le disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est prouvé? Même si on remonte à des techniques, je sais pas, par exemple, je sais pas, moi j'ai appris quand j'étais à l'école les massages transversaux profonds de Cyriax, mais personne n'a prouvé que ça existait. D'accord? Il a mis ça au point, ça marche, et bien on le fait. Après, il faut le raisonner. C'est toujours pareil. Moi, je dis toujours que sur un patient, on doit faire un traitement raisonné et raisonnable. Voilà, en fonction de l'état du patient, de son sexe, de son âge, de sa pathologie, de ce que l'on recherche à travers lui. Donc je parle toujours, moi, aux étudiants, de traitement raisonné et raisonnable. Un patient, c'est un être humain. C'est une personne. Il y a de tout dedans. À un moment donné, il va être comme ci, 2 heures après, il va être comme ça, etc., etc. Les tissus, ils changent sans arrêt. Donc moi, j'ai toujours considéré que c'était ici et maintenant sur la table. Bien sûr, avec son histoire, etc., etc. Hein. Moi, j'aime beaucoup le titre d'un cours, d'un séminaire postgradué de Claudine Ageron, qui dit « J'arrive avec mon histoire ». La femme, d'accord, qui a eu des enfants, etc. Elle dit « J'arrive avec mon histoire ». Voilà. C'est ça. Moi, je me rappellerai toujours d'une, comment dirais-je, et je le dis pareil aux étudiants, quand on lit Arthur Hilduès, quand il a été nommé direct, je reviens toujours à lui parce que ça me paraît fondamental. Il discutait avec Steele, et Steele, il lui disait la chose suivante. Il disait, vous savez, mon cher ami, quand je reçois un patient ou un malade, peu importe, eh bien, ça ne m'intéresse pas comment il est habillé. Est-ce qu'il a des beaux habits, avec des beaux bijoux, une belle montre, etc., bien mis, etc. Ou au contraire, c'est un ouvrier qui arrive du travail, il est plein de ciment, de machin, il est sale, etc. Ce qui m'intéresse, c'est son histoire. Pourquoi il est venu me voir? Pourquoi il est venu me voir? D'accord? Et comment il répond à mes questions? D'accord? Et quelle est son histoire? Comment il répond à mes questions? Et à travers tout ça, j'essaye d'imaginer, d'imaginer quelles sont les structures qui sont en déficit. Donc, on va parler classiquement en manque de mobilité, et c'est celle-là que je vais aller voir en premier. Donc j'ai fait un raisonnement. Et Steele disait toujours, l'ostéopathe est avant tout un homme de réflexion, qui doit prouver ce qu'il dit par ce qu'il fait. C'est quand même important, non? Donc, si on se réfère à ça, ben on va réfléchir. On réfléchit,
on met les mains, et puis on va voir on va voir comment c'est. Je sais pas comment répondre à ça, moi. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est que les données probantes? Voilà. Moi, je sais pas ce que c'est. Ma vision des choses, moi, c'est effectivement de discuter avec le patient. C'est toujours pareil. Moi, j'ai appris ça, et on apprenait toujours ça. Hein. Anamnèse, interrogatoire, observation, palpation, percussion, et après, on tire une synthèse de tout ça. Et on donne une ordonnance. D'accord? C'est le médecin, il fait pareil. La seule différence entre un médecin et moi, et nous, c'est quoi? C'est que le médecin, il donne une ordonnance avec son stylo. Mais moi, je donne une ordonnance avec mes mains. Voilà, c'est la même chose. Et quand on quitte son médecin, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, bon, si ça va pas, appelez-moi, ou repassez me voir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? La même chose. On ne sait pas comment ça va se passer. Moi, je peux pas dire ce qui va se passer 1 heure après, 2 heures après, 10 heures après, etc. C'est aussi pour ça que, pratiquement dans 90% de mes patients, je les revoyais toujours. Moi, j'ai ma façon de faire, j'ai ma façon d'enseigner, j'ai ma façon de pratiquer. On est dans un système un peu aussi de liberté, où chacun peut raisonner comme il veut et faire ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Moi, j'ai rien contre. À partir du moment où, comment dirais-je, puisque ça va nous amener à parler de biodynamique, etc. Bon, il faut connaître l'histoire aussi de tout ça. Les gens ne connaissent pas l'histoire de tout. La plupart du temps, ne connaissent pas l'histoire. Voilà. Il y a qu'à lire les interviews de James Jealous, qui dit lui-même que c'est la biodynamique, c'est lui. C'est de l'ostéopathie, mais c'est une partie de l'ostéopathie à part. Voilà ce qu'il raconte. Et c'est lui qui a mis ça. Bon, il a été élève de Becker, il était élève... D'accord, mais Becker, moi j'ai eu Becker en séminaire. J'ai eu la chance de voir Alan et les deux frères, Rollin et Alan, en séminaire pendant 4 jours, etc. Bon, et Becker, il nous disait une chose. Il nous disait simplement, il parlait pas de biodynamique, il parlait de force biodynamique, de force biokinétique externe qui venait sur le corps, et de force biodynamique interne qui était la résistance du corps et en 2 mots, l'homéostasie. Et que la rencontre de ces 2 forces, eh ben, le corps humain, il était entre les deux, et il devait essayer de s'équilibrer entre les deux. Le pouvait-il, ne le pouvait-il pas? Lorsqu'il ne le pouvait pas, eh ben, il y avait des problèmes qui arrivaient. Et donc, ça s'appelle des signes cliniques, une maladie, une pathologie, ce que vous voulez, etc. Et le travail de l'ostéopathe, il disait, c'était ça, c'était de retrouver cet état d'équilibre. Voilà. Mais moi, j'ai vu Becker manipuler des cervicales. D'accord, dans les années 85. Donc, Si Andrew Taylor Still avait à sa disposition l'avancée technologique de maintenant, pensez-vous que son ostéopathie serait la même? Moi, je pense qu'il se servirait de tout ça, mais qu'il pratiquerait la même ostéopathie. Parce qu'il faisait aussi du viscéral. On a des images de Still où il traite un foie. Je ne sais pas si vous connaissez le livre du docteur Moutin, etc., qui est un livre qui date de 1917, d'accord, qui est un livre en français. Eh bien, il y a des images, des dessins de Still où il traite un foie. Voilà. Donc il faisait déjà des choses à cette époque-là. Hein, c'était peut-être, et c'est toujours. Après, ça a été développé beaucoup plus en France qu'ailleurs, d'accord. Hein, mais voilà. Donc, je pense qu'il pratiquerait la même ostéopathie avec peut-être des examens qui permettent de définir mieux les choses. Hein. Oui, donc pour vous, il pratiquerait la même ostéopathie, mais il se servirait des outils de maintenant. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Moi, c'est ce que je fais. D'accord. Bien sûr, un patient qui vient avec des radios, je vais la regarder. Voilà, un patient qui a des examens, je vais les regarder, un patient qui, etc. Voilà. Mais bon, après, faut pas oublier non plus que, on va dire que même tous les patients, ils viennent nous voir a priori en première intention, mais 95% des patients, ils ont un suivi médical. Hein. Il y a un dossier, il y a un suivi médical. On est quand même à l'abri d'un certain nombre de mauvaises surprises. De nombreux ostéopathes n'arrivent pas à vivre de l'ostéopathie. N'a-t-on pas formé trop d'ostéopathes? Aujourd'hui, on en forme trop, ça c'est clair pour moi. Ça c'est clair, mais de mon temps, moi j'ai arrêté en 2008. Hein. Donc j'ai quitté l'école d'Aix en 2008, d'accord. En 2008, si je me rappelle bien, les promotions, elles étaient de 60. Hein. Voilà. À la plus belle époque d'Aix, il y avait 400 étudiants. Donc vous faites le compte à peu près sur 6 ans. Attention, c'était sur 6 ans à l'époque. Voilà. Et comment expliquer alors que certains étudiants certains ostéopathes n'arrivent pas à vivre de l'ostéo? Ah, mais je pense que si on refait l'histoire, 2002 la loi, d'accord, la loi Kouchner, 2002 on est dedans, titre partagé, parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. On pouvait pas avoir, on pouvait pas avoir tout ce qu'on voulait. Donc il a fallu qu'il y ait kiné ostéo, médecin ostéo, machin ostéo, etc. Bon. Après, premier décret, 2007. Donc 2007, il s'est passé un certain nombre de choses. Et là, en 2007, ça a été l'explosion. Premiers agréments d'école. À l'époque, en 2002, il y avait 11 écoles historiques. D'accord ? Voilà. Donc, on faisait partie
Aix, Lyon, Paris, enfin, etc. Il y avait 11 écoles. Temps plein, temps partiel, c'était mélangé. La plupart, 90% étaient rassemblés dans la collégiale académique. Voilà. Et à partir de là, avec 2007, ça a été l'explosion. Il y a des gens qui se sont sentis voler des ailes, etc. Il y a plein d'écoles qui se sont créées. On est arrivé à 40 ou 42, faut pas dire 70, ça c'est pas vrai. Parce qu'on a compté les DU ou les DIU de médecine manuelle d'ostéopathie dans les facs. D'accord, dans les universités, dans les facs. Donc ça, c'est à part pour moi, parce qu'ils n'avaient jamais plus de 10 ou 12 personnes, donc c'était pas le problème, ils étaient tous médecins, etc. Bon, donc si on compte les écoles réelles de temps partiel, de temps plein, on est monté à 40, plus d'une quarantaine, je crois, 43 ou quelque chose comme ça. Voilà, en 2007. Et là, il y a des gens qui se sont sentis voler des ailes. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben effectivement, vous avez automatiquement, comme il y avait l'agrément, comme c'était réglementé. L'autre jour, je disais, moi, j'ai qu'un regret, c'est que ça soit réglementé. Avant 2002, on était illégaux, on faisait entre guillemets ce qu'on voulait, on n'avait pas d'emmerde, ou très peu. Moi, j'ai eu mon procès pour exercice illégal de la médecine. Un franc symbolique. Voilà. Donc, je regrette finalement, parce qu'on n'était pas nombreux, on se connaissait tous, et les gens étaient contents. Bon, après, il y a eu la réglementation, ok, ça va. Mais le véritable problème, c'est les décrets de 2007. Voilà. Où là, il y a eu une floraison. Et en plus, après, derrière, vous avez les financiers qui sont arrivés. Pas oublier ça, quand même. Donc, les financiers qui ont commencé à racheter des écoles, le fameux Novétude, etc. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ils ont quand même, les financiers, 7 ou 8 ou 10 écoles qui leur appartiennent. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont poussé la machine. Voilà. Ça vient de là. Ah, pour moi, oui. Des grands problèmes pour moi, c'est l'incurie du gouvernement. Voilà. C'est pas la commission machin, c'est l'incurie du gouvernement. Voilà. Qui a pas réalisé mais il s'en fout quelque part. Quelque part, il s'en fout si on raisonne politiquement. Quel intérêt le gouvernement a à changer aujourd'hui quoi que ce soit au niveau de la profession? D'accord? On coûte rien et on rapporte de l'argent. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Alors, qu'il y en ait qui en vivent pas, mais c'est toute profession libérale. Il y a des médecins qui travaillent pas. Il y en a quand même. Ben oui. Voilà. Alors je sais, les kinés, c'est débordé, c'est ci, c'est ça, etc. Voilà. Mais on râle quand il y a des promotions. Je comprends pas, moi. Je regarde un peu la profession de kiné, c'est mon ancienne profession quand même. Je l'ai pas. Et je regarde, et on râle parce qu'il y a des kinés qui arrivent d'Espagne, qui arrivent de Belgique, qui arrivent de machin, et on dit qu'on n'est pas assez nombreux, qu'on a trop de travail, qu'on est débordé. Ah, je comprends pas, là. Il y a des trucs qui sont, pour moi, complètement anachroniques. Voilà. Alors, pourquoi il y a des ostéopathes qui travaillent pas? Ben, peut-être que, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais attention aux chiffres. Aujourd'hui, il y a une espèce de, pas une bataille, mais on sort des chiffres. On dit, les numéros Adélie, c'est 35 000, dont 24 000 exclusifs. Et puis la caisse de retraite, elle en sort 13 500. Exclusifs, plus 5 000 ou 6 000 kinés qui sont aussi à la CIPAB, en tant qu'ostéo, qui ont double casquette. Voilà. Donc on n'est pas 35 000. Profession libérale. Profession libérale, il y a des avocats qui travaillent pas, il y a des machins qui travaillent pas, il y a des etc. qui travaillent pas. D'accord? Après, c'est le choix entre guillemets du client. Voilà, parce que ce sont des clients quand même quelque part aussi. Là, c'est pareil. J'aime bien le mot patient. Voilà, moi c'est pareil, j'ai une définition. Quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi, c'est une personne, c'est un client. Quand il rentre dans mon cabinet, dans ma salle de travail, c'est un patient. Quand il paye, c'est un client. Patientèle, c'est un mot de folie, ça existe, ça a été réinventé ce mot-là, il y a une vingtaine d'années. Pourquoi? Moi j'ai effectivement cédé une clientèle. Voilà. Ce mot patientèle, et c'est un patient quand je le traite, quand je travaille, quand je discute avec lui, quand je suis en tête à tête avec lui. Voilà. Mais avant c'est un client, après, quand il paye, c'est un client. Quel est l'avenir de l'ostéopathie? Alors déjà, pour vous répondre, difficile, parce que j'ai 77 ans et demi, donc moi je suis à la retraite, je vois les choses un peu de loin maintenant aujourd'hui. Comment je le vois? Ben je sais pas, on verra. Je peux pas vous répondre d'autre chose. J'espère le meilleur. Ce que j'espère, c'est que, contrairement à ce que certains veulent, demandent, etc., on se retrouve pas en tant que professionnel de santé. Je trouve qu'on a une situation qui est extraordinaire. On a une situation qui est extraordinaire. Le gouvernement, il a une incurie sur le nombre, sur les établissements, mais là, il a fait le bon choix, hein. Donc, parce qu'on est première intention,
si on passe dans le code de la santé publique, même au niveau des psychologues, ce qui m'étonnerait parce que c'est pas tout à fait la même chose, eh ben, ça sera entre guillemets, sous la coupe médicale. Et puis, je vois pas les médecins accepter qu'on ait des séances à 60, 70, 80 euros et quelquefois parfois plus dans les grandes villes, d'accord, alors qu'eux, ils ont une consultation à 26,50 € ou à 44 € pour les spécialistes. Même s'ils en prennent plus, à la fois. Enfin, à la fois, plus en nombre, dans la journée. Mais je vois pas. Je vois pas comment, etc. Il va y avoir et d'ailleurs, a priori, c'est pas dans les cartons du gouvernement, d'après ce que je sais. Voilà. Donc on a une situation, mais il faut se battre, entre guillemets. Il faut se battre. Alors, là, c'est pareil. Il faut se battre honnêtement. Voilà, je vois qu'il y a des trucs comme Groupon qui reviennent au jour. Voilà. Donc, effectivement, il y a des gens qui travaillent pas. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que le jour où tous les anciens de ma génération, et ça disparaît beaucoup, il y en a encore pas mal. Et puis ceux de la génération d'après moi, donc qui sont eux aussi, on va dire jusqu'à la soixantaine à peu près. Donc c'est la génération d'après. Eux, ils défendent. Il y en a beaucoup qui défendent encore, d'accord. Donc après, peut-être, je sais pas, on verra. Moi, l'avenir le dira. Ben, après, je serai sous terre. Voilà, 78 ans. Ou presque 77 et demi. Bon, encore quelques années, d'accord. Et puis, de toutes les façons, c'est pareil au niveau de l'enseignement. Je vais pas faire de l'enseignement jusqu'à 90 ans, hein. Donc, voilà. Pas faire de formation jusqu'à 90 ans. Donc, je sais pas. Me verra. Comme dirait l'autre, Inch'Allah, comme ils disent.